Conçu, développé et produit en Allemagne, j'ai le plaisir aujourd'hui sur Tescars de vous présenter l'essai complet du tout nouvel Opel Grandland en motorisation PHEV. On démarre comme d'ordinaire avec quelques détails techniques et puis on s'attaquera au design. C'est parti! L'Opel Grandland mesure 4,60 m de long, 1,90 m de large pour 1,66 m de haut. L'empattement, lui, il est de 2,78 m. Le véhicule pèse 1896 kg pour être très précis. Vous pourrez remorquer jusqu'à 1,5 tonne. Le réservoir de carburant est de 55 litres. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le volume du coffre, on le verra un petit peu plus tard, n'est pas impacté par les batteries qui, elles, se situent sous le plancher. Opel laisse le choix également aux clients parmi 3 motorisations. Vous aurez le 100% électrique, la version micro-hybride et la version PHEV que vous avez sous les yeux, donc plug-in hybride, qui démarre dans cette motorisation à 40 114 € en TVA luxembourgeoise. Il y a 2 finitions, édition EGS, ainsi que 6 couleurs. On va désormais s'attaquer d'un petit peu plus près au design avec un logo rétroéclairé, des optiques qui sont en fait dans un bandeau noir translucide. Je trouve que ça lui donne un style plutôt sympathique. Ensuite, vous avez une caméra juste en dessous du logo. En partie basse, le bouclier et un élément juste ici sera en noir laqué. Les capteurs, bien entendu, fort utiles. J'aime vraiment beaucoup cette signature lumineuse avec, comme sur le Moka, cette nervure sur le capot. Alors est-ce qu'on la voit bien? Dans cette teinte-là, c'est un petit peu plus discret. Peut-être même un peu trop finalement. Alors on va essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà, c'est ce qui parcourt ici le milieu du capot. Ensuite, vous avez ici non pas un appendice aérodynamique, mais uniquement stylistique, puisque là, il n'y a pas d'air qui rentre pour ressortir sur l'arche de roue. Ce sont des feux Intellilux HD avec plus de 50 000 éléments individuels. Donc en gros, en étant à 80 km/h, ça permet de détecter 30 à 40 mètres plus tôt des objets qu'avec des feux classiques. On poursuit avec des arches de roue et des bas de caisse en noir laqué. Ici, vous le voyez, on sera sur des pneus Michelin Pilot Sport 235 50 20. Poursuivons quelque peu avec des rétros rabattables électriquement, une petite caméra pour un système à 360 degrés. Toit ouvrant. Le vitrage à l'arrière, il est comme souvent surteinté. Et puis vous le voyez, derrière la portière, vous avez encore une très large surface vitrée ici. L'ouverture pour recharger le véhicule. On en reparlera dans un instant. On arrive donc logiquement sur cette partie arrière avec un aileron de requin, le troisième feu stop avec de nouveau cette signature visuelle, cette signature du design, un petit peu comme la nervure sur le capot. Le troisième feu stop, c'est carré. La présence évidemment de l'essuie-glace, vous l'aurez noté, ainsi qu'une lunette arrière très verticale. Ça s'annonce bien pour la rétrovision intérieure. Et puis, vous avez la marque intégrée au sein d'un bandeau lumineux qui est toujours rétroéclairé. Ça, j'aime beaucoup. Ici, le nom du modèle est embossé dans la carrosserie. Vous avez naturellement la caméra avec même un système de lavage. Ça, c'est extrêmement pratique. Et puis, en partie basse, intégré dans un bandeau comme à l'avant noir laqué, les capteurs. Je vous rappelle que vous pouvez remorquer jusqu'à 1,5 tonne avec ce Grandland PHEV. Ah, j'adore vraiment la signature lumineuse, c'est sublime. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le design de ce Grandland. À savoir aussi que ici vous avez un réservoir de carburant
À savoir qu'ici, vous avez un réservoir de carburant de 55 litres. La puissance combinée est de 195 chevaux grâce à un moteur thermique 4 cylindres 1,6 litre et un moteur électrique de 125 chevaux. Le tout associé à une transmission à double embrayage et 7 rapports. Le 0 à 100 est réalisé en 7 secondes 8 pour une vitesse maximale de 220 km/h. Vous pourrez parcourir jusqu'à 87 km en tout électrique grâce à une batterie de 96 cellules de 17,9 kWh. Si vous jouez le jeu de la recharge, vous serez à 19 grammes de CO2 au kilomètre. Le chargeur embarqué est de 3,7 kW en monophasé. Le câble de charge mode 2 permet de délivrer jusqu'à 1,8 kW. Vous pouvez rouler jusqu'à 140 km/h en tout électrique. Il y a plusieurs modes de conduite, avec notamment la fonction e-Save. Donc vous pourrez verrouiller et faire en sorte que le véhicule dispose encore de 20 km en tout électrique. D'ailleurs, il démarre toujours en électrique par défaut. Et enfin, le chargeur embarqué est de 7,4 kW qui concrètement permet une recharge en environ 3 heures. Alors avec sa motorisation PHEV, il peut en théorie offrir 897 km d'autonomie avec un plein et une charge. Sachez qu'il y a eu un test de réalisé en janvier par les équipes d'Opel avec une température de départ de 11 degrés et une température d'arrivée de 4 degrés. Le Grand Land PHEV était équipé en pneus de 19 pouces en finition GS et il a parcouru 1115 km avec une charge et un plein avec une vitesse moyenne de 80 km/h, ce qui fait concrètement 4,6 litres au 100 et il a parcouru 380 km en tout électrique. C'est quand même un excellent score. Lorsque vous ouvrez la portière, première chose, vous avez en partie haute un revêtement assez agréable au toucher. Une partie du système audio focal, en général c'est plutôt bon signe en termes de qualité. Ici une aération, ça c'est vraiment assez rare intégré au sein de la portière. Finition ici un petit peu imitation carbone, c'est très joli. Un maillage ici qui contraste avec le noir du reste de la portière. Excellente préhension aussi de la poignée qui est assez lourde je trouve, donc le fait qu'on puisse passer la main en dessous c'est vraiment pratique. Les vitres électriques, le réglage des rétroviseurs rabattable électriquement et puis en partie basse, vous avez un petit rangement pour mettre par exemple un gilet et une boisson. Ce sera ici évidemment du plastique mais ça c'est tout à fait normal, c'est logique. Deux impulsions pour ouvrir le capot. Qui dit plug-in hybride dit boîte automatique. Vous avez une sellerie ici qui est, je dirais, semi-électrique. Pourquoi? Je m'explique. Vous avez par exemple, pour avancer ou pour reculer, le classique manuel. Vous pourrez en outre allonger un petit peu la surface sur laquelle vous êtes installé. Ici, vous allez pouvoir, comme vous le voyez, lever ou descendre votre fessier. Et là, vous avez le réglage pour gonfler ou dégonfler le coussin du dos. Il y a quand même vraiment beaucoup de configurations possibles. Bon, ça va loin, ça va très loin. Je ne suis toujours pas au bout. Bon, je pense que je vais arrêter là. Voilà, on va le dégonfler. Et vous avez ici également une commande manuelle. C'est vraiment... Ça pourra s'adapter à pas mal de morphologies différentes, ça c'est vraiment bien. Alors au niveau du maintien latéral et même au niveau du maintien des jambes ici, c'est vraiment impeccable. Ensuite, vous avez une commande ici pour ouvrir le haillon motorisé, la trappe à carburant. J'adore vraiment ici aussi cette petite finition. Là on est sur, on va dire, petite imitation alu, noir laqué, une partie d'un élément d'éclairage d'ambiance, pardon, je vais y arriver. Un revêtement qui est repris depuis la portière. En partie haute, c'est aussi une imitation carbone. Bref, en fait, il y a une continuité qui est vraiment bien. L'affichage tête haute. Un écran ici de 10 pouces. Commodo lié au feu. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Alors, c'est du détail, hein, mais je trouve que c'est plutôt joli. Le volant, lui, il offre une prise en main, rien à dire, c'est vraiment impeccable, avec également les palettes à l'arrière. Côté gauche, ce sera limiteur de vitesse,
maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif. Côté droit, ce sera tout ce qui est lié au téléphone en Bluetooth, au volume, à la commande vocale et également, on va changer par exemple la radio. À droite, vous aurez le commodo lié aux essuie-glaces. Et moi justement, je vais m'installer au volant. Volant qui est réglable en hauteur et en profondeur, très simplement, de façon manuelle. Vous retrouvez ici une petite partie du système audio focal, un très large écran de 16 pouces, vous le voyez divisé en deux, mais on peut aussi agrandir la navigation. Alors, on va commencer par le menu maison, avec, vous le voyez, siège chauffant sur 3 niveaux, volant également chauffant. Évidemment, côté passager, ce sera exactement la même chose. Mur d'application, donc là, on sera dans un premier temps sur les aides à la conduite, parmi lesquels on va retrouver 2 raccourcis pour l'aide au maintien dans la voie et l'alerte de dépassement de vitesse. En maintenant cette commande voiture, vous allez pouvoir notamment désactiver l'alerte de dépassement de vitesse. Hop, on va le réactiver manuellement. Les fonctions, ce sera plus exhaustif, à commencer donc par la caméra panneau, l'alerte de trafic arrière, c'est extrêmement pratique lorsque vous êtes dans un supermarché sans grande visibilité à l'arrière. L'aide au maintien dans la voie, le système de freinage automatique, la reco des panneaux, on va voir si c'est perfectible ou si c'est cohérent. Et puis notamment l'alerte d'angle mort, donc là ça s'affichera en orange dans le rétro s'il y a quelqu'un dans votre angle mort. Je vais revenir sur le mur d'application avec notamment Android Auto et Apple CarPlay, hyper fluide, vraiment là, il n'y a pas grand chose à dire. On peut aussi avoir la partie média à droite, donc notamment avec Spotify comme vous le voyez. Ensuite la clim, là il y a quelques raccourcis quand même en dessus, il y a encore des touches physiques, donc ça c'est vraiment bien. Les différentes zones, température conducteur, température passager, la puissance de ventilation naturellement. Moi je vais le mettre à 19 parce qu'il commence déjà à faire assez chaud à l'extérieur. Il fait déjà 14, il est 9h30. Ensuite, siège et volant, c'est chauffant sur 3 niveaux au niveau des sièges avant et juste chauffant on va dire sur un niveau pour le volant. La qualité de l'air, le préconditionnement de l'habitacle, ça c'est vraiment bien, que ce soit en été ou en hiver. Ensuite, on revient à ce mur d'application. Bon, d'ATR, Opel, c'est un assistant vocal. Les médias, ça va être les différentes sources sonores. Téléphone en Bluetooth, radio par exemple. Hop. Navigation, donc ça c'est la navigation intégrée. Alors, on va faire le même test qu'avec le Moka. Un parcours. Allez. Vous arriverez à destination à 10h05. C'est pas mal. Ici, vous aurez l'aperçu du parcours. On va quitter ça. On peut rajouter un radar mobile. On peut avoir seulement les alertes ou pas de son du tout. Évidemment, le zoom ou le dézoom, plutôt à l'inverse. Et ici, voilà, je vais pouvoir changer un petit peu la vue que j'ai, l'orientation. Donc moi, je vais me remettre ici, mur d'appli. Voilà, les paramètres généraux du véhicule. On peut personnaliser certaines choses. Connectivité, voilà, on peut aussi transformer le véhicule en hotspot. Bon, système, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Quoique, ça peut être très pratique si vous passez par exemple le tunnel sous la Manche ou vous prenez le ferry en direction de l'Angleterre. Luminosité du cockpit, et puis bon, oui, on va laisser l'éclairage d'intérieur à 3, c'est très bien comme ça. Différents réglages du système audio. Donc on peut avoir un son optimisé pour tous les passagers ou juste pour le conducteur. Paramètres des haut-parleurs, on peut tout réinitialiser. L'éclairage du véhicule, par exemple quand on sort, ça peut être bien si vous êtes dans un environnement extrêmement sombre. Alors comment est-ce que je peux revenir juste avant? Oui, simplement ici, hop, véhicule, accès au véhicule. Voilà, vous le voyez, on peut déverrouiller la portière du conducteur uniquement. On peut même désactiver le haillon électrique. Ensuite, on reclique sur véhicule, hop, alors audio, véhicule, voilà, sécurité. Là, bon,
classique, l'adaptation du rétro en marche arrière. Je dirais même que c'est l'adaptation des rétros en marche arrière. L'assistant vocal, bon, voilà, on va essayer. Allez, hey Opel, météo aujourd'hui? Désolé, vous ne pouvez pas effectuer cette opération par commande vocale pour l'instant. Voilà, voilà. Mise à jour en OTA, donc ça c'est vraiment bien, on n'a pas besoin de passer au garage. Et puis les services connectés. Bon, là il vaudra mieux être client pour pouvoir en profiter. Vous le voyez à gauche aussi, vous avez des raccourcis pour la climatisation sans forcément rentrer dans les menus. Donc si je veux simplement baisser la température, voilà. J'ai aussi un retour d'information juste ici avec la clim automatique. Ensuite, revenons ici à ce mur d'application. Donc paramètres, on a vu, siège. Donc là, vous pourrez de nouveau choisir pour avoir le siège chauffant sur différents niveaux, conducteur et passager. On va arrêter la navigation. On revient sur ce mur. Bon, le téléphone en Bluetooth est hyper clair. Et puis énergie, ça forcément, ce sera extrêmement intéressant avec l'historique de conduite, la consommation, ce que consomme par exemple la climatisation, la charge différée, donc on va pouvoir planifier typiquement la charge en heure creuse, et le e-save, je vous en ai parlé, ça par exemple, ça peut être fort pratique à l'approche d'une ZFE. Donc par exemple, vous arrivez dans un centre-ville, eh bien vous pourrez dire que voilà, vous souhaitez avoir 20 km en tout électrique une fois que vous serez à l'approche de cette ZFE, ou le maximum qu'il est possible d'avoir aussi. Donc ça c'est bien, c'est vraiment bien qu'on puisse laisser la possibilité aux clients. Et je crois que c'était tout pour ce menu. Oui, en gros c'est tout, c'est ce qu'il y a de plus important à retenir. Ensuite, donc, vous avez ici le menu maison, donc le menu principal, la qualité de l'air, les fonctions du chauffage, la navigation que vous pouvez mettre évidemment en plus grand. De nouveau, un raccourci vers la clim. Le bouton du volume, le bouton physique, ça c'est vraiment bien. Ici, vous aurez la possibilité voilà, de mettre le chauffage au max ou au minimum. Recyclage de l'air. Ici, vous aurez de nouveau un raccourci pour la température. Ça fait beaucoup de raccourcis quand même. La puissance de ventilation, la température côté conducteur, des embuages avant, arrière, le pare-brise chauffant. En dessous duquel vous avez les warnings. Bon, le bruit du clignotant n'est pas exceptionnel, hein. Une aération ici. Verrouillage du véhicule. J'aime pas beaucoup cette commande, enfin cette partie-là, ça fait un peu cheap au niveau qualité par rapport au reste, mais soit. En dessous, vous avez une ouverture avec une plutôt belle finition hein, qui reprend de nouveau la même chose qu'ici. Donc hop, on ouvre, on découvre deux prises USB-C. Vous avez également ici, derrière une vitre translucide, un chargeur par induction, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, comment l'activer, ça c'est une autre question. Mais normalement, oui, derrière cette vitre-là, c'est un chargeur par induction. Donc, hop, ça c'est bien. On peut toujours voir un petit peu si ça charge ou non. Alors, hop, non, le véhicule est sous tension, était sous tension, donc on va le remettre. Et je vais essayer peut-être avec le mien, ça fonctionnera peut-être. Hop. Et oui, là ça fonctionne. Donc, hop, voilà. Si vous fermez cette partie-là, eh bien, vous voyez quand même que votre téléphone est en charge. C'est extrêmement pratique. Et même en l'absence, je dirais, de dissipation thermique, il y a quand même de l'espace. Donc là, le téléphone n'est pas, on va dire, pris dans un truc vertical, sans ventilation, sans rien. Non, là, c'est vraiment bien. Et puis même, hop, ici, voilà, vous pouvez encore en mettre un autre éventuellement. Parce que vous le voyez, c'est pas à fleur ici. Voilà. Les commodos liés aux différents modes de conduite, je dirais, en ce sens où là c'est le frein de parking, la marche arrière. Hop, on va regarder tout de suite ce que donne la caméra de recul. C'est correct. Vous avez également la vue à l'avant. Ça tombe très bien qu'il y ait une voiture qui arrive. Ça vous permet de voir la qualité avec du mouvement.
et la caméra à l'arrière. Hop, on repasse à l'avant. Bon, j'aurais bien aimé que ce soit une Opel, mais ça reste du Made in Germany. Donc voilà pour les caméras. Avec, on va le remettre, les lignes de guidage naturellement. Une vue également du dessus. Le neutre, la drive donc pour aller en avant, le B pour optimiser la récupération de l'énergie. Différents modes de conduite qu'on retrouve donc logiquement sur cet écran. Donc là, je serai en tout électrique. Alors hop, voilà. Sport, hybride, électrique. Vous pouvez aussi jouer avec les palettes, on le verra un petit peu plus tard lorsque l'on roulera. Le frein de stationnement. Oula! Ah oui, parce que j'ai la portière ouverte. C'est assez dissuasif. Bon, le double porte-gobelet. Je rappelle que les boissons ne sont pas livrées avec. Est-ce que c'est compartimentable? Oui, ça c'est très pratique. Vous voyez, on peut vraiment adapter en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Rien à dire. Cette surface ici, comme sur Moka, je pense que c'est vraiment très fragile. Tout ce qui est griffes, rayures, etc. Bon, voilà, il faudra faire attention. Sous la coudoir centrale, vous avez possibilité aussi de compartimenter, mettre par exemple typiquement quelques pièces pour le lavage. Et vous avez encore de l'espace en dessous parce que là j'ai vraiment ma main complètement à plat. Donc hop, je vous emmène avec moi. Voilà. Même une petite LED. Donc il y a quand même beaucoup d'espace sous cet accoudoir central. De l'espace, on en retrouve également ici. Alors hop, on va passer de l'autre côté. Voilà. Ici, vous le voyez, en partie basse, vous avez encore de quoi ranger 2-3 petites bricoles. On va revenir quand même sur cet écran dont on n'a pas vraiment parlé pour l'instant en détail. Avec en bas à gauche l'autonomie restante en tout électrique. En bas au milieu, vous avez le kilométrage du véhicule. À droite, l'autonomie en essence, avec naturellement, voilà, je n'ai pas mis la ceinture, je n'ai pas fermé la portière. Ready, le véhicule est sous tension et prêt à démarrer, prêt à partir surtout. Les différents modes de conduite, j'en ai parlé il y a un instant. Le D, Drive, donc ça c'est assez simple. RPM sur la partie gauche, ça veut dire que ce sont les tours minutes. Alors, je vais fermer la portière, voilà, correctement. Si je mets le D, hop, le frein à main se déverrouille. Alors au niveau du head-up display, donc de l'affichage tête haute, vous aurez la vitesse. Éventuellement, si vous avez activé le régulateur de vitesse adaptatif, la vitesse à droite, donc là on est sur 0, ready, le véhicule est prêt, et exactement au niveau du lampadaire, vous aurez une flèche qui vous indique la direction à prendre. On va désormais s'intéresser à la partie haute avec large pare-soleil, ce qu'il faut pour mettre un petit ticket, miroir et 2 lampes, on fait difficilement mieux. Vous aurez une poignée ici, une poignée ici, donc ça c'est un sans faute. Un rétroviseur qui propose une excellente rétrovision. Il faut dire que la lunette arrière est assez verticale, donc forcément ça aide. Ici, commande vocale, bouton SOS, plafonnier tactile. Petite chose très pratique, un rangement pour les lunettes. Ça se perd de plus en plus et c'est bien dommage. Et puis, vous avez, dans un premier temps, côté gauche, la commande pour le Velum, donc pour le store électrique. Et puis, juste à droite, vous avez ce qu'il faut pour profiter pleinement du soleil de Majorque, par exemple. Voilà. Je me demande même si je ne vais pas le laisser comme ça. Tiens. On redescend sur le côté passager avec une boîte à gants qui propose un petit espace de rangement. Je vous invite à regarder ma vidéo du Moka où là la boîte à gants est juste gigantesque. Mais je trouve que c'est plutôt bien fini. Il y a une belle présentation intérieure. Vous avez aussi la petite commande qui va bien ici pour lever ou descendre l'appui-tête. Je rappelle que c'est une finition GS, donc c'est le haut de gamme. Ici, voilà. On va remettre les bouteilles à leur place. Vous voyez
Le téléphone est toujours en train de charger. C'est bien pensé en fait. C'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête comme truc, mais c'est vraiment bien pensé. Bon là évidemment, on le verra un petit peu moins. Donc globalement, ce que j'aime aussi, comme sur Moka, c'est que vous avez une interface qui est orientée conducteur. Ça, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Et vous l'avez vu aussi derrière, ça reprend exactement la nervure présente sur le capot. C'est vraiment la continuité. Voilà pour la partie avant. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à l'arrière. On va désormais voir un petit peu l'espace qu'il y a à l'arrière sans modifier ma position de conduite. Avec une présentation peu ou prou identique à celle de l'avant. Vous avez naturellement des sièges compatibles Isofix aux extrémités. Un appuie-tête, moi je dirais plutôt moelleux. On va voir un petit peu ce que ça donne une fois que je me serai installé à bord. Ici, une poche aumônière. Alors, bon, vous le voyez tout de suite, au niveau des jambes, il y a vraiment énormément d'espace. Rien à dire à ce niveau-là, c'est un sans faute. Au niveau de la tête, il reste ça, donc pareil, rien à dire. Ah ouais, c'est vraiment confortable. En fait, on peut même appuyer, oh non, c'est impeccable. Au niveau arrière, au niveau appui-tête, impeccable. Et en plus, vous avez, comme à l'avant, des poignées de part et d'autre. Donc ça, forcément, c'est un plus appréciable. Petite partie du système audio focal, je le rappelle. Vous avez ici un accoudoir avec porte-gobelet, de quoi ranger éventuellement un smartphone. Vous avez aussi ici un tout petit rangement en dessous de la ventilation. Et puis, hop, allez, vous avez une connectique assez complète avec une prise 12 volts et également des prises USB-C. Et en dessous, vous avez encore un tout petit arrangement qui peut être fort utile. Allez, hop, on revient dans le bon sens parce que j'aimerais vous montrer, voilà, là je suis exactement au niveau de mes yeux pour vous montrer un petit peu le toit ouvrant qui pourra être évidemment panoramique lorsqu'il n'est pas ouvert. C'est vraiment très très agréable de profiter du soleil dans ces conditions. Et vraiment, vous avez beaucoup d'espace à l'arrière. Et je vous propose maintenant qu'on passe au volume du coffre. Je vous rappelle que le haillon est motorisé. Vous aurez ici un premier crochet, un second pour par exemple mettre un filet, une prise 12 volts, la petite LED qui va bien derrière, de quoi également arrimer certaines choses, juste du côté gauche. Vous aurez évidemment des crochets aussi au fond. Et là, cachés, un petit peu cachés, mais ils sont là quand même. Ensuite, vous avez ici une planche qu'on va pouvoir facilement enlever pour optimiser quelque peu le volume de chargement justement. Donc dans cette configuration, on sera à 550 litres. Mais vous vous doutez bien qu'il est possible de rabattre la banquette arrière. Alors pour ce faire, hop, c'est hyper simple. Alors vers le haut peut-être, ouais, voilà. Hop. Bon, ici clairement, j'ai pas les bras assez longs, donc on repasse brièvement à l'arrière. Voilà. On va faire de même évidemment de l'autre côté. J'en profite aussi pour vous montrer un petit peu le volume de chargement depuis l'arrière. Donc de 550, on passe à 1645 litres, si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est pas complètement plat. Par contre, ce qui est bien, c'est que le seuil de chargement, lui, il est bas. Alors, est-ce que les ceintures se coincent quand... Oui, ça se coince. Quand je rabats la banquette. Bon, je vous le rappelle, hein, c'est vraiment du détail. Mais quand il pleut, ça peut être pratique. Ah bah voilà, par exemple comme ça, d'avoir les ceintures qui ne soient pas coincées.
Ça, c'est vraiment bien. Maintenant, on passe à la conduite. Alors, vous le voyez, je pars avec 865 km d'autonomie en essence, 63 km, soit 90% en électrique. Je dois parcourir 80 km, soit environ 1h45. Et je suis en mode hybride, chose que je ne vais pas changer, sauf peut-être pour quelques séquences, notamment pour voir un petit peu la réactivité en mode sport, mais ce sera marginal sur les 80 km, je pense que ça en représentera un seul. Allez, on est parti. On va faire maintenant un 0,80 en mode sport, c'est parti. Et voilà, 81 km/h, on reste à 80. On va écraser la pédale de frein. C'est parti. Waouh. C'est efficace. On va essayer de ramasser aussi tout ce qui est tombé par terre. Voilà qui est fait. On se remet en mode hybride. Alors il faut savoir qu'en mode hybride, la pédale d'accélérateur est quand même assez dure, en ce sens où il faudra vraiment appuyer pas mal pour mettre en mouvement la voiture, mais c'est tout à fait normal, c'est logique. Ensuite, au niveau insonorisation, c'est plutôt bon. Tenue de route, impeccable. J'ai trouvé également la direction précise. Un bon amortissement malgré 1,9 tonne. Alors des gros dodanes à 30 km/h, je les ai passés d'ailleurs plutôt entre 15 et 20. Le centre de gravité est assez bas hein, grâce au pack de batterie qui, je le rappelle, n'influe absolument pas sur le volume de chargement. Alors sachez que moi j'ai toujours roulé avec le B d'activer, donc avec le maximum de récupération d'énergie, ce qui me permet en fait d'appuyer le moins possible sur la pédale de frein. Alors là par exemple je le désactive, on est en descente comme vous le voyez, donc 66 km/h, 68, je prends de la vitesse, j'appuie sur le B sans toucher au frein naturellement, et 64, 62, 60, voilà. Alors que, je répète, vous le voyez de toute façon, ça descend pas mal. Là, on va reprendre la main avec la pédale d'accélérateur. Ce qui est aussi agréable, c'est la visibilité avant, latéral, arrière. Comme je disais sur Moka, même en présence des capteurs d'angle mort, eh bien ça n'empêche pas de tourner la tête. Et franchement, la visibilité arrière gauche comme arrière droite est vraiment impeccable. Prise en main du volant, rien à dire. Vraiment, c'est très très agréable. J'apprécie aussi l'ergonomie globale des commandes, surtout de cette dalle orientée conducteur. J'aurais bien aimé par contre avoir un affichage tête haute que l'on peut modifier plus facilement. Alors ici, les différents modes de conduite en fait vont être sport avec forcément le moteur thermique qui va se mettre en mouvement et une réactivité à l'accélérateur beaucoup plus grande. Ensuite, hybride, c'est la voiture qui va gérer toute seule en fonction de votre pied droit et en fonction de la topographie naturellement. Et puis 100% électrique, donc là vous allez vider en priorité la batterie. Ça marche jusqu'à 140 km/h, mais l'idéal en fonction de vos besoins et de là où vous évoluez naturellement, c'est de laisser le véhicule faire tout seul, de le laisser gérer tout seul en hybride. Dans certains cas, vraiment le B, le mode B, vous évite d'appuyer complètement sur la pédale de frein. Alors même si ce n'est pas sa vocation première, une conduite dynamique avec cette Opel Grandland PHEV est possible. Ce véhicule en plug-in hybride n'est absolument pas fait pour évoluer sur circuit. L'idée, c'est de consommer le moins possible en pouvant se recharger à domicile. Il n'y a pas de charge rapide possible, sachez-le. Donc il faudra à peu près 3 heures dans le meilleur des cas pour se recharger chez soi. Ouais, les Dodan A30, bon on les sent évidemment. Sachez que les palettes derrière le volant permettent de reprendre la main en fait sur la boîte de vitesse. Ça n'influe quasiment pas sur la régénération en fait. Allez, on va mettre un petit peu de gaz ici.
j'écrase. C'est quand même bien sonore à pleine charge. L'étagement ici est assez long pour passer les rapports supérieurs et donc avoir moins de bruit au sein de l'habitacle. Le B est vraiment diablement efficace. Là, je relâche l'accélérateur. 70, 68, 66, 64. Allez, j'arrive à 60, 58, je reprends la main. Vous avez également sur cet écran, j'ai oublié de le lire tout à l'heure, quelques raccourcis. Décidément. Je disais donc, vous avez quelques raccourcis en descendant le doigt de haut en bas, avec vie privée, luminosité de l'écran, les différents appareils que vous pourriez ou souhaiteriez connecter, le Wi-Fi et de nouveau l'HUD, donc en fait l'affichage tête haute que vous pouvez simplement choisir d'activer ou de désactiver. Sachez enfin, on a parlé du freinage tout à l'heure, alors je le trouve efficace, mais pareil, la course de la pédale, j'aurais bien aimé un petit peu raccourci. Pas autant que le Moka, mais un petit peu quand même. Alors sur cet affichage tête haute, vous avez la limitation de vitesse, la vitesse à laquelle vous êtes. Si vous avez activé le régulateur de vitesse adaptatif, le fait qu'il y ait Android Auto qui tourne, et au-dessus, vous avez même la navigation avec, par exemple, ça me dit dans 7 km 1, ou 7 km en l'occurrence, prendre la sortie à droite. Et justement, ça va me permettre maintenant d'utiliser le régulateur de vitesse adaptatif. Alors, on va aller de 5 en 5, voilà. Vous avez une distance proche, lointaine et moyenne, donc 3 distances différentes, avec le maintien dans la voie. Donc là, concrètement, je ne fais plus rien. Première petite correction de trajectoire. Gardez les mains sur le volant, s'affiche uniquement dans l'affichage tête haute, qui d'ailleurs je trouve est assez bas. Donc je vais voir si on ne peut pas le paramétrer. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Tenez le volant. Tenez le volant de nouveau. Donc là par contre, je n'avais plus de correction de trajectoire. En tout cas, je n'ai pas eu l'impression. Donc j'ai repris la main. Et je vais en profiter pour aller dans les paramètres, voir si je ne peux pas faire quelque chose avec l'affichage tête haute. Véhicule, mise à jour, service connecté. On va aller sur véhicule. Sécurité. Non. Ici, vous allez pouvoir notamment remettre la pression des pneus à 0. Je rappelle, ça on le fait de préférence à froid. Personnalisation. Alors. Non. Là, par contre, ouais, c'est impressionnant la chaleur qui se dégage au-dessus de la dalle. Alors, hop. Bon, je pense que je demanderai à l'arrivée si c'est possible et je vous mettrai un affichage. Je vous écrirai en fait si c'est possible ou pas. On revient tout de suite. Hop, ça c'est bien aussi. En haut à gauche, vous avez le raccourci pour Android Auto, donc pour la navigation. C'est plutôt bien pensé. Moi, j'aurais bien aimé à la limite un écran un peu plus étiré jusqu'ici pour avoir la navigation. Mais bon, c'est déjà bien. Ce qui est bien, c'est que dès lors que vous reprenez la main, en fait, le régulateur de vitesse ne se coupe pas. Donc, ça continue à gérer la distance avec la voiture qui est devant moi. Par contre, je ne sais pas si ça gère le maintien dans la voie. On va voir ça tout de suite. Si, ça le gère quand même. Ça le gère encore plutôt. Alors, je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait, il y a l'affichage tête haute qui est ici. Mais le problème, c'est que là, je me mets vraiment à hauteur, même hauteur que mes yeux. Je vois juste le haut du 0 en bleu, donc qui indique la vitesse. La limitation de vitesse autorisée qui est de 30 km/h. Mais je ne peux rien choisir d'autre à part la luminosité de l'affichage tête haute. Il n'y a pas la possibilité de le monter par exemple ou de le descendre, gauche ou droite. C'est dommage parce que du coup je dois vraiment rehausser mon siège. Alors rien de bien rédhibitoire, mais là comme je suis, c'est vraiment ma position de conduite idéale. Donc j'aurais bien aimé que ça soit possible. Bon, soit. Donc là on est arrivé à l'hôtel.
Une impulsion à gauche, ça va vous permettre d'avoir accès à certaines informations. Donc là, vous le voyez, on a parcouru 80 km, 29 km/h de moyenne. C'est assez faible. 3 litres 1 au 100. Il reste 19 km d'autonomie en tout électrique, soit environ 40% de la batterie. Je rappuie sur ce commodo, on aura la navigation à gauche. Ici, les radios. Et de nouveau, les tours minutes. Donc voilà, moi, je vais revenir au menu principal. 12h40, petite pause déjeuner terminée. Alors, vous la connaissez cette boucle, je l'ai faite tout à l'heure avec donc 79 ou 80 km on va dire à parcourir en environ 1h41. Mais la petite différence, c'est que je repars avec 19 km d'autonomie en tout électrique pour avoir peut-être une idée un peu plus précise de l'autonomie que ça pourrait donner lorsque l'on ne peut pas se recharger. Allez, on est reparti. Et comme ce matin, on repart avec le toit ouvrant ouvert. La seule différence, c'est qu'actuellement, il fait 21 degrés. Me voici désormais à l'hôtel, arrivé de nouveau après 158 km. Consommation mixte 3,8 litres pour une vitesse moyenne de 33 km/h. Et si vous regardez ce schéma, donc là on est sur l'historique de consommation, ces 100 derniers kilomètres, 4,6 litres et 6,8 kWh au 100. Ça reste vraiment honorable au regard du poids du véhicule, en sachant certes que là, il fait 20 degrés, bon il faisait un peu plus frais ce matin, c'est descendu je pense autour des 9 degrés minimum, et je rappelle que j'ai toujours roulé le toit ouvrant ouvert, c'est quand même une prise au vent supplémentaire par rapport évidemment s'il était fermé. Donc voilà un petit peu l'historique de consommation. Et on passe maintenant à la conclusion. Affiché à partir de 40 150 €, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouvel Opel Grandland PHEV? Alors ce qui change concrètement, c'est uniquement la motorisation. Ce qui est bien aussi, c'est qu'Opel laisse le choix à ses clients. Le PHEV, je vous le rappelle, pour ceux qui suivent mes essais, s'adresse à un public très particulier. Il faut pouvoir recharger à domicile, sinon ça ne sert strictement à rien. Et je m'adresse notamment à ceux qui ont des véhicules de société avec des cartes carburant. Eux n'ont pas l'envie ou pas l'opportunité de se recharger, c'est encore deux choses différentes. Mais vraiment, rouler en PHEV et ne pas recharger sa batterie, c'est un peu comme si on se trimballait avec un poids mort dans le dos. Ça ne sert pas à grand chose, sinon à surconsommer. Donc voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pensé de cette version PHEV? Très simple, je l'ai trouvée efficiente. Par contre, à pleine charge, et vous l'avez vu, le moteur thermique fait quand même pas mal de bruit. De toute façon, un véhicule PHEV, donc plug-in hybride, c'est plutôt une conduite coulée pour optimiser sa consommation. J'ai trouvé aussi que le châssis, malgré la tonne 900 sur la balance, était plutôt bon. On peut le malmener quelque peu, attention, hein, on n'ira pas non plus sur le Nürburgring faire des tours de chrono, c'est absolument pas la vocation première de ce véhicule, mais globalement, très très bien installé, excellente visibilité, tout ce qui est infodivertissement qui est orienté conducteur, ça j'adore. Il y a de la place à l'arrière, on peut rabattre la banquette arrière pour optimiser le volume de chargement, donc impeccable. Le toit au vent qui va bien permet d'apporter un peu plus de lumière au sein de l'habitacle et naturellement un petit peu d'air aussi quand le temps le permet. Et puis je ne vais pas vous cacher que rouler chevaux au vent, c'est quand même plutôt agréable. Il ne me reste plus qu'à remercier Wim d'Opel Belux pour son invitation, sans oublier Opel DE pour la logistique ici à Palma. Je vous rappelle également qu'il y a en outre l'essai de l'Opel Mokka et de l'Opel Frontera sur ma chaîne. Si vous avez des questions relatives à cet essai, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager cette publication. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Ciao!